Programme, on va commencer alors dans l'ordre, on va commencer par Sia Ayman Hassan ici présent, puis Madame Rifal, puis Monsieur Hassan Oujdi. Donc je remercie bien sûr les intervenants et intervenantes et je donne la parole à mon ami Ayman Hassan qui va justement nous parler, et je n'ai pas sous les yeux le programme, mais je l'ai... Enseigner la philosophie, apprendre à aimer la sagesse et la vie. Voilà, à toi la parole, monsieur le philosophe. Merci. Aspirant philosophe. Alors, rebonjour à toutes et à tous. Cette proposition de réflexion s'inscrit dans le cadre d'un parcours né ici même, à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse, sous l'égide du professeur Sinizar Ben Saad, ici présent, qui m'a permis d'écrire et de soutenir une thèse de doctorat où l'œuvre d'un grand écrivain philosophe, Sioran, a été interrogée entre poésie, philosophie et écriture fragmentaire. Parcours, disais-je, j'insiste sur le mot parcours, parce que je voudrais poursuivre une réflexion déjà entamée dans le cadre de colloques et de rencontres académiques sur les échecs entre douleur et plaisir, laquelle se prolongera bientôt en relation avec la guerre et la paix, alors qu'entre-temps, les figures du président Habib Bourguiba et de Voltaire m'ont permis de repenser l'héritage de la Tunisie contemporaine à l'aune des Lumières. Et là, clin d'œil à mon professeur et ami ici, Radouane Lebriki. Sans omettre la substantielle réflexion sur l'école dans la formation des citoyennes et des citoyens. En un mot, notre laboratoire de recherche École et littérature, littérature oui au pluriel, s'avère être un cadre propice à ce type d'interrogation qui nous inscrivent pleinement dans un dynamisme de recherche digne de ce nom, parce qu'ouvert sur notre environnement, langue et représentation du monde. À tout cela s'ajoutent les questionnements et approches issus de la brachéologie, dont l'importance se présente justement à travers son penchant pour la conversation et sa quête de la vérité. Or, c'est cela que je voudrais aujourd'hui explorer dans la présente réflexion. Étant littéraire de formation, j'aimerais réfléchir sur l'indéniable importance de la philosophie, sur la nécessité de l'inscrire encore plus profondément dans le paysage scolaire, public et intellectuel. Donc, d'un point de vue peut-être, là vous l'aurez compris, je me place un peu au diapason entre notre laboratoire, Sinizar, la brachéologie avec Simansour. Même le plan de mon travail est un peu fragmentaire, c'est-à-dire qu'il y a cet avant-dire que je viens de prononcer. Il y a une première partie qui s'intitule l'éveil, le moment Derrida. Ensuite, enseigner, c'est apprendre, donc il n'y a pas d'inversion. Ce n'est pas enseigner, est apprendre, enseigner, virgule, c'est apprendre, point d'interrogation. Troisièmement, pour un nouveau banquet, un peu à la manière, bien sûr, de Platon. Et enfin, bizarrement, ma conclusion s'intitule ouverture. Alors, l'éveil, ce que j'appelle le moment Derrida. Voilà. C'est ce monsieur avec son chat. Il y a exactement 29 ans, jour pour jour, le 23 avril 1996. Nous sommes un 23 avril, n'est-ce pas? J'étais en 4e année de lycée, de l'ancien régime, cela va de soi. 4e année, ça ne veut pas dire bac, c'est-à-dire... voilà, tout à fait. Je commençais à peine à faire de l'anglais et guettais le moment où, en 5e année, je pourrais choisir une 3e langue étrangère. Ce soir-là, Laura Adler recevait dans son émission Le Cercle de Minuit le philosophe Jacques Derrida, qui a vécu entre 1930 et 2004. Philosophe, et là je souligne le mot philosophe, donc on peut opter pour l'italique. Le mot sonnait bien. Quant à moi, il me restait encore plusieurs années pour découvrir le plaisir douloureux de faire de la philosophie. Plaisir douloureux parce que je voyais mes aînés galérer devant cette matière qui était la bête noire de toutes et tous, même parmi les meilleurs, à l'instar de mon cousin aîné, Hamdi Gallas alias Hamoudi, qui, après des études de droit, devenu fonctionnaire, venait à la rescousse des cadets de la famille et de notre entourage.
Aussi attendais-je impatiemment mon tour pour faire de la philo. Et vous, ceux qui appartiennent à la vieille génération, à la génération classique, par rapport à la nouvelle génération, savent que la philo était la bête noire de tous les élèves. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la rigueur, de l'exigence, et puis un coefficient digne de ce nom. C'est-à-dire que même pour les scientifiques, c'était coefficient 4. Et ça prouvait que la philosophie, en tant que, entre guillemets, matière, n'était pas une matière, c'était une vision du monde, et ce n'est pas en vain que si Samir a parlé de l'enseignement de la liberté, parce que la philosophie, le thème, c'est la pensée, mais c'est enseigner la liberté, ou ce que disait ce matin c'est Abdelaziz Qassem, c'est en rapport aussi avec la philosophie. Ce que vous faites, ces humanités-là, au sens fort du terme, relèvent de ce qu'on appelle l'enseignement de la philosophie. Donc cette impatience, l'émission de Laura Adler et la parole, je le précise, singulière de Jacques Derrida, en sont venus à bout ce soir-là. De Camus à Marx, de l'Algérie à l'Afrique du Sud, de Mandela et de Chris Hani, je venais de réaliser que la philosophie n'était pas un monstre et que ses liens avec la vie, la vraie vie, étaient de loin plus étroits, solides, substantiels. Alors, il y a l'émission que je vous invite à... Toute l'émission n'est pas disponible, il faut être abonné sur le site de l'INA. Mais il y a un extrait de 45 minutes, et puis j'ai mis les 4 minutes que j'ai transcrites et qui m'interpellent, qui parlent justement de l'enseignement de la philosophie, l'appel de Derrida à enseigner la philosophie dès les premières classes. D'accord? Donc, et vous allez entendre cette parole et cette voix avec ce Derrida qui était très très beau, vraiment beau, hein, au sens fort du terme. Hein. Il y a quelque chose de presque d'érotique dans sa voix, dans sa gestuelle, sa pipe. Laura Adler qui était habillée d'une certaine façon comme en tenue de soirée avec tous les livres de Derrida et puis cette parole, et à un moment il évoque presque un drame qu'il a vécu en Tchécoslovaquie à l'époque, où il a été quasiment traité de trafiquant de drogue, il a été emprisonné, et donc c'est à voir, là c'est vraiment le philosophe engagé au sens, plus que sartrien, au sens derridéen du terme, il dépasse, c'est-à-dire que là c'est un homme qui a écrit les spectres de Marx, qui était de gauche, qui était presque communiste, hein, il est mort communiste, et qui, dans un pays communiste, au nom de la liberté d'expression, il se fait littéralement malmener, et il a failli écoper pour la peine capitale, parce qu'être trafiquant de drogue dans un pays de l'Est, etc., c'était un crime, un grand crime. Voilà. Donc, entendons maintenant la parole de Jacques Derrida, que j'ai transcrite pour revivre cette inoubliable soirée, d'autant plus que l'émission passait en deuxième partie, ce qui m'a amené à veiller et à encourir les vifs reproches de ma mère. Mais, je l'avoue, aujourd'hui comme alors, elle comprend bien l'importance de ces veilles. À la question posée par Laura Adler, à partir de quand vous pensez qu'on peut réfléchir philosophiquement, ou qu'on peut donner le goût de la philosophie? À partir de quel âge? Jacques Derrida répond. Alors, s'il vous plaît, je vous invite à écouter cette parole qui est en soi, là, ce n'est pas une citation, là c'est vraiment une sorte de pilier, d'assise, c'est quelque chose qui m'avait marqué et qui me marque encore aujourd'hui, 29 ans après. Pourvu qu'on y adapte les procédés, les méthodes, la mise en scène, etc., on peut commencer au moins à l'âge de la 6e. 6e au sens tunisien du terme, 12 ans donc. Hein, c'est qui m'a dit la 6e, quoi. Voilà. Nous avons fait des expériences en 6e ou en 5e. Naturellement, il ne s'agit pas de transporter la philosophie telle qu'elle s'enseigne en terminale ou à l'université en 5e. Mais il y a des possibilités chez les enfants de 10-12 ans de lire des textes qui passent pour difficiles. Mais ça aussi, c'est un fantasme, dans une large mesure, comme on dit, à la radio, à la télévision, souvent, qu'il y a des discours difficiles ou dans les journaux qui ne passent pas. Pour ce qui est de l'enseignement, il y a une manière. Je peux en témoigner parce que j'ai participé à ces expériences, de poser des questions, les questions les plus graves, ou de lire des textes qui passent pour difficiles avec des enfants de 10-12 ans, qui sont avides de philosophie,
Et c'est ensuite que, selon des voies qu'il faudrait décrire, qu'on les persuade ou que c'est impossible, que c'est difficile ou que c'est ennuyeux, mais là, il y a une énorme machinerie, à la fois pédagogique et sociale, qu'il faudrait, comment dire, déplacer un peu. Et là, je dois avouer ma déception, mon amertume, parce que je crois qu'on a renoncé dans ce pays à enseigner la philosophie avant la terminale. Ça ne va pas si bien à l'université et dans les terminales pour la philosophie. Alors, bien sûr, c'est entre autres choses l'effet d'une transformation de l'espace public, encore une fois, où la philosophie n'est plus simplement présente dans l'institution. C'est très bien ainsi. Il faut qu'elle soit présente ailleurs, mais qu'elle soit aussi présente en tant que philosophie. Aujourd'hui, la responsabilité de la pédagogie est largement partagée par les enseignants qu'il faut naturellement soutenir dans leur responsabilité professionnelle et par les journalistes, par exemple. Je crois que la manière dont on parle ou ne parle pas d'un livre de philosophie à la télévision ou dans un journal relève de cette responsabilité civique et pédagogique dont nous parlons. Fin de citation. Voilà. C'est magmatique, hein, on se croirait du côté de Diderot, dans le neveu de Rameau, avec cette parole comme ça, avec de l'énergie, avec une dialectique, c'est-à-dire quelqu'un qui parle mais qui se pose des questions, qui à la fois veut donner des réponses, mais qui ne veut pas tout à fait donner de réponses. C'est vraiment la philosophie au sens socratique du terme, c'est de la maïeutique, c'est une pensée qui naît devant nous, sous nos yeux là. Alors, enseigner, c'est d'apprendre, point d'interrogation. Cette conception me semble aujourd'hui d'une importance vitale. Et j'aimerais tant, en littéraire féru de philosophie, proposer une représentation de l'enseignement de la philosophie depuis les premières classes, dans le but d'apprendre à aimer la sagesse et à travers elle, la vie. Il se trouve toutefois que cette tâche ne peut se passer d'une manière verticale, mais semble plutôt nécessiter une forme d'adaptation et de conversation, si chère à la brachiologie, comme le défend Martin Heidegger, et là ça va vous faire plaisir, c'est Mansour, en ces termes. Heidegger écrit « Enseigner ne veut rien dire d'autre que laisser les autres apprendre, c'est-à-dire se porter mutuellement à l'apprendre. Apprendre est plus difficile qu'enseigner, car celui qui peut vraiment apprendre, et aussi longtemps qu'il le peut, celui-là est capable d'enseigner. Le véritable enseignement ou l'enseignant ne se distingue de l'élève qu'en ce qu'il peut mieux apprendre et a plus authentiquement la volonté d'apprendre. Dans l'enseignement, c'est l'enseignant qui apprend le plus. C'est un ouvrage magnifique qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une chose ?» et le texte en entier, justement, c'est un texte qui parle de la vision du monde et de l'enseignement comme vision du monde. Or, en procédant à des recherches à propos de Jacques Derrida, j'ai découvert ce témoignage de M. Vincent Possamp, professeur de philosophie à la retraite, qui, à propos du passage transcrit, écrit, je cite, « En 1982, Jacques Derrida est venu dans mon lycée, à Carvin, dans le Pas-de-Calais, dans l'ancien bassin minier. Il fait lire aux élèves de première, dont Nicole Couderc était la professeure de français, et avec lesquels je faisais de la philosophie, un texte de Maurice Blanchot, « La folie du jour ». Celui-là. Je puis témoigner de l'enthousiasme des élèves. L'après-midi fut consacré à une libre discussion avec les élèves des 3 niveaux du lycée. Derrida a vécu cette journée avec un grand plaisir, et cette gentillesse sans complaisance, aussi séduisante que respectueuse que nous lui connaissions. Il avait amené avec lui son jeune fils Jean, qui a écrit beaucoup de livres importants, et il est décédé l'année dernière. Jean-Luc Nancy, de son côté, travaillait, en fait, Jean Derrida écrivait sous un nom de plume qui est Pierre Alféry, pour éviter justement l'affiliation avec son père. Et il est décédé l'année dernière. Voilà, je tenais à lui rendre hommage. Jean-Luc Nancy, de son côté, travaillait de façon passionnante en interdisciplinarité avec des élèves de 5e, tant de désillusions plus tard. Vous voyez, on est un peu dans la nostalgie, la désillusion, etc. Qu'est-ce à dire? Voici donc la folie du jour de Blanchot, dont je suis le traducteur en arabe. La traduction existe, avec l'instant de ma mort. Et cette phrase, question d'avancer.
Donc, quand on lit La folie du jour, hein, par exemple, prenons ne serait-ce que l'Incipit. Je ne suis ni savant ni ignorant, j'ai connu des joies, c'est trop peu dire, je vis, et cette vie me fait le plaisir le plus grand. Alors, la mort. Quand je mourrai, peut-être tout à l'heure, je connaîtrai un plaisir immense. Je ne parle pas de l'avant-goût de la mort qui est fade et souvent désagréable. Souffrir est abrutissant. Mais telle est la vérité remarquable dont je suis sûr. J'éprouve à vivre un plaisir sans limite et j'aurai à mourir une satisfaction sans limite. Tant de questions à se poser sur le choix d'un tel texte. Parler ainsi de la mort à des adolescents, c'est assumer le rôle de Socrate. C'est être passible de la peine capitale, boire la ciguë. Mais n'est-ce pas le risque de l'éveil? D'où ma question donc, l'éveil, et est-ce que l'enseignement n'est-il pas finalement l'éveil de l'enseignant lui-même? Bon, là, j'en suis à la 15e minute. Bon, le texte est écrit, je l'ai envoyé à Sissem et vous le lirez parce qu'il y a toute une partie intéressante sur un peu une sorte d'éloge de la philosophie qu'on peut assimiler à l'éloge de la liberté prononcé tout à l'heure par Sissamir. Donc, en guise de conclusion, ouverture. En égrenant ces fragments, comme le petit poussé rêveur de Rimbaud, j'espère transmettre mon amour et mon admiration pour ces penseurs avec qui je n'ai lié aucun contrat de mariage académique, mais que je fréquente assidûment depuis les années du lycée, grâce à Si Hichem Hafez au lycée de Hammam-Sous, à qui je souhaite absolument et chaleureusement rendre hommage. À une période qui me paraît de plus en plus malmenée par la culture du mensonge, du deux poids deux mesures, de l'injustice, de cet infâme contre lequel luttait Voltaire. Et je rejoins tout à l'heure ce que disait tout à l'heure c'est Abdelaziz Qassem, que votre première phrase était on ne peut pas parler aujourd'hui sans être ému quelque part par tout ce qui se passe dans le monde. Hein. Donc je nous invite à découvrir les paroles plurielles de ces professeurs d'incertitude, parfois de désespoir. Sioran y est certes pour beaucoup, oui. Et pour reprendre un mot du poète-philosophe Michel de Guy, il est souhaitable d'être plus sioranique que coranique, c'est-à-dire plus sceptique que dogmatique. Voilà, pour moi la philosophie, c'est cela. Je ne m'en prends pas à la fois des uns aux croyances des autres. Pour moi, il est nécessaire de cultiver cet esprit de scepticisme, cet esprit basé sur le doute, c'est-à-dire sur la nécessité de réfléchir, de se poser des questions. Après, si cela aboutit à Nourun Qadafa Allahu fi sadri à la manière d'Al-Ghazali, ou à une forme d'athéisme revendiqué comme dans Al-Ma'ani, eh bien, on reste libre de croire ce qu'on veut, et c'est cela la vraie vocation de la philosophie, qui est à la fois amour de la sagesse, mais qui est aussi une manière d'inscrire l'humain à travers cet arbre. Vous connaissez la métaphore du savoir d'après Descartes. Hein, les racines sont la philosophie, le tronc sont les sciences dures ou les mathématiques, et puis les autres, là on est dans un département ou un centre d'anthropologie, on est en train de découvrir, de chercher à connaître l'homme. Et donc justement, l'enseignement de la philosophie, ça y est, j'ai terminé, c'est Mansour, je le fais avec, je le fais avec mes propres enfants, qui ont entre 9 et 12 ans. La philosophie les interpelle, les intéresse, et on peut faire de la philosophie, comme le disait Derrida, c'est-à-dire apprendre non pas les béabas ou une sorte d'ABC de la philosophie, non, apprendre une méthode. Et je l'ai dit le jour de ma soutenance de thèse, j'appelle mes étudiants tous les ans à lire le discours de la méthode de Descartes. Ce n'est pas un ouvrage rébarbatif, au contraire, Descartes nous parle de poésie, nous parle de voyage, nous parle d'amour, nous parle d'escrime, nous parle de l'humain nécessaire pour briller dans les mathématiques, pour briller dans la médecine, pour briller dans toutes les disciplines. Même pour être un bon plombier, il faut faire de la philosophie. Parce qu'il faut prendre la tuyauterie, non pas comme un philosophe qui tremblerait à la manière de Voltaire, qui se moque un peu des philosophes et de Leibniz, mais d'une manière philosophique, c'est-à-dire avec une forme de sagesse qui s'interroge. C'est cela, une sagesse qui s'interroge. Et je vous remercie. Merci. À côté de toi, il y a un grand philosophe. Non, mais, donc, qui va donner la réplique. Non, mais
Descartes, c'est un pur produit du sceptique Michel de Montaigne. Pour qui la philosophie dans une visée téléologique, c'est apprendre à mourir. Depuis tout à l'heure, vous avez offensé votre ami qui travaille sur l'athée vertueux de Pierre Bayle. Ah, qui est admiratif, N'est-ce pas, Taha? Merci, merci pour cette intervention.